Bonsoir à tous. Notre invité en studio ce soir, c'est un néerlandophone. C'est le ministre des Finances et du Budget de la région bruxelloise. Budget qui, comme celui d'autres entités, est sous pression, ce qui explique peut-être que ce ministre soit régulièrement en train d'allumer des feux clignotants à destination de ses collègues. Comment allons-nous financer le métro dans le futur? Comment allons-nous payer les allocations familiales? Par exemple, deux débats qu'il a mis récemment sur la table. Nous accueillons Sven Gatz. Bonjour Sven Gatz, donc membre de l'Open VLD, les libéraux flamands. On va commencer par les allocations, si vous voulez bien, parce que c'est une sortie remarquée que vous avez faite au journal Le Soir il y a exactement une semaine. On risque des déficits de 50 à 100 millions d'euros sur le budget des allocations sociales. C'est un système qui serait donc en danger. C'était très alarmant comme sortie de votre part. Ça a pu inquiéter un certain nombre de familles. On va couper dans les allocations familiales? Je ne pense pas qu'il faut alarmer les familles en tant que telles, parce que moi aussi je suis convaincu que les allocations familiales sont très importantes, surtout ici à Bruxelles comme levier contre la pauvreté. Donc ça, c'est vraiment pas dans la discussion. Mais bon, on aurait pu croire que c'était également un de mes principes. Mais moi, je raisonne aussi, et je dois le faire de temps en temps comme ministre du Budget, et je me dis, voilà, avec ces montants-là en déficit, il faut voir comment on peut faire la réforme de ces allocations familiales. Mais même si la pression budgétaire est là, on ne va pas le faire à la hâte, en ce sens qu'avec de l'appui européen, Commission européenne, un spending review, donc disons un peu une nouvelle vision sur ce qu'on pourrait faire, on va essayer de faire une réforme dans les 2 années, dans les 3 années qui viennent. Ouais, donc c'est plutôt pour la prochaine législature? J'espère bien pouvoir atterrir avec des bonnes conclusions encore cette législature-ci, mais je pense que c'est un dossier tellement délicat que ce sera probablement le gouvernement prochain qui en décidera, oui. C'est 950 millions par an, à peu près, le c'est budget des allocations actuelle, familiales. On rappelle qu'elles ont été régionalisées, donc transférées vers les régions en 2020, il y a 2 ans. On savait quand même qu'il y aurait un petit déficit au départ. Vous êtes beaucoup plus pessimiste que ce qu'on avait imaginé. On imaginait un déficit de 30 millions. Vous êtes sûr qu'on sera beaucoup plus haut que ça? Ils viennent d'où vos chiffres? Les chiffres viennent juste par les prévisions de l'administration et on est un peu pris aussi par les indexations. Parce que si vous avez une petite indexation par l'inflation pour une grande masse budgétaire, ça donne directement des écarts. Mais donc une réforme, c'est indispensable, c'est incontournable pour vous? À terme, c'est indispensable, mais ça ne pourrait pas être absorbé par le budget de la région? Avant, disons que les déficits de la COCOM, qui gère donc la Commission communautaire commune, qui gère les allocations familiales, étaient digérés par la région, mais c'était toujours à la hauteur de, par exemple, 10-15 millions. Ce n'est pas la fin du monde sur un budget de milliards, mais si chaque année on aurait 50 à 100 millions, ça devient trop difficile, parce que ça s'ajoute simplement à notre dette. Et moi, je suis aussi contrôlé par Standard & Poor's ou une autre... donc les agences de notation. Voilà, et ils disent à un certain moment, OK, peut-être, monsieur le ministre ou le gouvernement bruxellois, vous avez sous contrôle votre budget régional, mais il y a un petit problème COCOM. Donc on doit quand même regarder ça avec un œil global. Donc il faudra une discussion là-dessus. Oui. Je vous interroge sur un point d'actualité immédiate, puisque l'information est tombée cet après-midi. C'est la commune de Forêt qui a son budget, ses 2 derniers budgets des 2 dernières années, qui sont recalés par la tutelle régionale. Alors la tutelle régionale, c'est Bernard Clairfayt, qui est le ministre des pouvoirs locaux, c'est pas le ministre du budget. Pour que tout le monde comprenne bien, malgré tout, un petit commentaire de votre part. On voit que c'est quand même difficile pour beaucoup de communes en ce moment. Est-ce qu'on peut échapper à une augmentation de la pression fiscale de la région, des communes, en région bruxelloise? Écoutez, je ne connais pas exactement les raisons pour lesquelles le budget de Forêt a été refusé par le ministre de tutelle, mais on sait qu'il y a une pression sur les dépenses ou la situation budgétaire régionale et aussi communale. Et donc, oui, on a déjà vu comment on pourrait faire plus de l'indexation simple pour les communes. Donc, on a déjà eu cette discussion au sein du gouvernement. On va voir comment... Donc, aller un peu plus loin que l'indexation dans l'argent que la région verse aux communes. Ce n'est pas exclu, mais naturellement, là aussi, je devrais voir, parce que ce sera un peu en automne, on n'a pas encore pris la décision pour voir comment les choses évoluent dans les différentes communes. Parce que là, ce sera aussi avec la confection de notre budget régional. Et bon, si on donne plus aux communes que la simple indexation, c'est sur la table, ça plane au gouvernement. Il faudra aussi voir comment on fait, nous, avec quelques efforts supplémentaires à la région. Ce sont des vases communicants, c'est clair. Alors, on est vendredi. Le vendredi, le principe de cette émission, c'est de prendre un certain nombre de questions des téléspectateurs de BX1. Bonjour Camille Payot, c'est vous qui êtes à la rédaction cette semaine. Première question pour Sven Gatz.
Bonjour. Alors, la première question vient de Pascal au sujet des frais administratifs. Il souhaite savoir si une diminution de la complexité administrative de la fiscalité verra le jour, car il explique que cela coûte des milliards aux sociétés et qu'avec sa propre entreprise, où il est seul, cela lui coûte plus de 5 000 € par an. Donc voilà, complexité dans les réglementations qui entraînent des lourdeurs administratives. Est-ce qu'on peut simplifier tout ça? On peut et on doit simplifier, mais naturellement c'est une question très générale. Donc je ne... On ne connaît pas le cas particulier de Pascal, ni son secteur d'activité. Bon, on essaye, mais on n'y est pas encore tout à fait avec notre administration régionale d'éviter ce genre de couac et aussi un peu les réactions d'absurdité chez les citoyens. Hein. Et donc si j'avais plus d'informations, détaillé, je vais Pascal, envoyer un mail à votre cabinet, par exemple. Parce que naturellement, l'administration coûte un peu d'argent, mais ça doit être raisonnable pour les gens. Et quand on me dit qu'il y a 5 000 € pour une PME, une petite société, pour quiconque, ça peut naturellement irriter, je comprends. Voilà, donc peut-être un mail au cabinet de Sven Gatz pour Pascal. Je voudrais qu'on parle du métro, si vous voulez bien. On va avoir un chiffre d'abord. C'est un sondage commandé par la STIB. C'est important de savoir qu'il a été commandé par la STIB, mais dont les résultats viennent d'être publiés aujourd'hui. 72% des Bruxellois considèrent que la nouvelle ligne, la ligne de métro 3, cette prolongation, elle est utile. C'est même 75% si on se concentre sur les habitants de Schaerbeek et des Verts. Et pour 73 des Bruxellois également, c'est bien le métro qui est le moyen de transport le plus efficace. Mais vous avez quand même lancé un avertissement sur le financement du métro il y a quelques semaines. Alors on sait qu'il y a la station Soussilmans, qu'elle est en train d'être construite, il y a un petit peu de retard, il y a l'extension vers le nord, et c'est un gros débat. Je schématise. Les écologistes sont un petit peu tièdes, les socialistes sont très partants. On va vous demander dans un instant ce que vous en pensez, mais on va d'abord écouter ce que disait Rudy Verwoerd à ce propos. C'était juste au moment de la fête de l'Iris. Dans d'autres capitales, je pense à Paris, à la région parisienne, on va développer 150 km de RER et de métro d'ici aux Jeux Olympiques. Tout le monde y va, je dirais, tout le monde y va à son porte-monnaie. Et toute cette partie du territoire n'est pas couverte. Et on est arrivé, je dirais, au maximum de la capacité des trams existants, en plus dans des rues extrêmement étroites, donc il y a une qualité de vie aussi. C'est clair que pour certains se disent, le métro, ils n'en ont pas besoin, dans le nord-est, voilà, ils sont bien avec leur tram. Je les invite de temps en temps à prendre le tram le matin pour se rendre compte de ce que ça représente. Il y a un véritable... Et d'une zone qui va encore se développer. Il y a tout un nouveau quartier qui va se créer sous l'ancien site de l'OTAN. On est à 2 pas de l'aéroport. On a là un potentiel important. Et donc, je dirais, il faut désenclaver cela. Et ce n'est pas que vers Schaerbeek et Verts, c'est aussi un métro, parce que la Somme, c'est l'ensemble. C'est jusqu'à Albert, à Forêt. C'est pas que et un jour, ce sera jusqu'à l'aéroport? Oui, un jour, ça ira jusque-là. Alors, est-ce que ce sera un tram ou le métro? Mais un jour, on ira. Oui, ça, c'est évident. Il y a 2 questions sur l'utilité d'un métro, c'est dans l'accord de gouvernement, donc c'est prolongé, et sur la manière dont on va le financer. Rudy Verwoerd disait, à Paris, tout le monde y va, sous-entendu, la région parisienne, mais aussi l'État français. Absolument. Est-ce que ça veut dire qu'à Bruxelles, tout le monde n'y va pas tout à fait et qu'il faudrait que l'État fédéral y aille un peu plus ? À Bruxelles, tout le monde y va. On a un accord avec nos partenaires de coalition Écolo et Groen. Et comme vous savez, les libéraux, que ce soit MR ou Open VLD, sont aussi très partants pour la ligne de métro. Bon, maintenant, on est dans la phase de vérité. Je pense qu'en général, la ligne dans le Pentagone est sous contrôle où ira. Donc la transformation de la ligne de tram en ligne de métro. En 25, 26, 25 normalement, mais bon. C'est la nouvelle ligne maintenant de la gare du Nord à Schaerbeek. Donc l'extension vers Schaerbeek et Verts. On voit que les coûts sont relativement faciles, je ne vais pas exagérer, mais quand même couverts jusqu'à 24-25, oui, mais 26 et 27 seront plus durs. Donc à partir de 2027, ça va devenir compliqué. Pendant 2 ans. Et alors, on a un engagement de Belliris, donc du gouvernement fédéral. Donc Belliris, c'est le fonds du fédéral pour la région bruxelloise. Mais on va quand même regarder avec le gouvernement fédéral. Mais la crainte d'un certain nombre d'interlocuteurs ou de commentateurs de ce dossier, c'est de se dire, c'est pas impossible que tout l'argent de Belliris doive être mobilisé sur le métro et on ne pourra plus rien faire d'autre. Est-ce que c'est une crainte que vous avez ? Ce n'est pas une crainte que j'ai, parce que si on doit faire ça pendant quelques années, ça ne me gênerait pas du tout.
Hein, parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que Belliris a été créé à l'époque pour les grandes infrastructures. Pour les grandes infrastructures. Donc je suis tout à fait partie prenante si on peut faire aussi des choses importantes ailleurs à Bruxelles que des grandes infrastructures, on doit le faire. Mais si maintenant on devrait juste avoir pendant une courte période, 2-3 ans, le financement entier de Belliris au métro, je pense là... Ce sera prioritaire. Pour moi, c'est prioritaire. Mais bon, on est en train d'examiner aussi avec la Banque européenne d'investissement, qui investit d'ailleurs dans d'autres lignes métro, dans d'autres villes européennes. Les contacts sont très fructueux. Donc vous cherchez des financements complémentaires? Oui, parce que c'est important à long terme. Comme ça, on sait qu'on a un partenaire fiable qui veille aussi à la qualité du projet. C'est important. Donc, ce n'est pas une petite ligne bruxelloise. C'est dans un mouvement européen, dans de nouvelles lignes métro d'autres villes. Et donc, ce serait intéressant aussi d'avoir leur appui. Et ce serait évidemment une bonne nouvelle. Oui, certainement. Et je pense que Vous avez une idée du montant que vous demandez à la Banque européenne d'investissement? Je vais rester dans des montants très généraux. Ce sera dans les centaines de millions. Donc, c'est très important. Mais je ne vais pas me précipiter sur les montants exacts. Mais dans quelques semaines, voire dans un mois ou deux, on devrait avoir l'accord avec nos partenaires européens. Ça se passe assez bien. Et ça peut également changer les donnes et avancer un peu l'opération. Une petite bouffée d'oxygène à la région bruxelloise. On va prendre la question suivante avec Camille Payot. Alors, une interrogation de Mathieu sur le métro Nord. Il s'inquiète du budget qui risque d'exploser en raison de l'augmentation des prix de l'énergie, des matériaux et des taux d'intérêt, et se demande comment sera financé ce projet pharaonique. Et donc, est-ce que ce sera en lien grâce aux investissements supplémentaires ? Et en plus de cette question, une autre sur le budget mobilité de l'internaute Arne, qui estime que les montants donc, sont énormes en lien avec les tunnels, les métros, les lignes de métro, et que les projets en lien avec les piétons, les cyclistes n'avancent pas faute de personnel et de budget. Et il vous demande, si vous consacrez 100% du budget à Belliris, quelles sont vos propositions d'investissement pour les piétons, cyclistes et la sécurité routière? Alors, sur l'investissement dans le métro, on a déjà un petit peu répondu avec l'annonce de ces négociations au niveau européen. Sur la répartition mobilité, donc transport en commun et puis transport alternatif ou mobilité douce, hein, donc piétons, cyclistes, il y a de l'argent ou pas? Oui, l'argent est dans le plan pluriannuel, aussi bien pour les pistes cyclables que pour l'entretien des tunnels, que pour l'électrification des bus, que pour les nouvelles lignes de tram et le métro. Et c'est ça un peu le problème. C'est bien, on a investi dans tout, on va le faire et on va voir comment on le fait. Mais on ne peut pas nous reprocher de uniquement investir dans une ligne métro. Ce n'est pas vrai. Naturellement, c'est clair qu'à court terme, un investissement dans une ligne métro coûte plus que deux pistes cyclables. Ça mobilise beaucoup d'argent. Oui. Mais quand c'est là, quand ça roule, les gens diront « Ah, ça aurait été déjà être dû là depuis longtemps. » Question sur les tunnels routiers, Sven Gadd, ce qu'on a appris en début de semaine, c'était le journal L'Écho qui a sorti l'information qu'il y avait des travaux qui étaient reportés. Hein, donc la rénovation du tunnel Béliard-Éloie, ce sera en 2023-2026, alors que ça aurait dû être maintenant. Le tunnel Rogier, ce ne sera pas avant 2027. C'est une décision budgétaire ou pas? À mon avis, ce n'est pas une décision budgétaire en ce sens qu'on avait le budget pour faire les travaux avant. Mais bon, il y a eu un audit ou, disons, un examen interne à Bruxelles Mobilité pour voir comment on allait faire l'étalement des budgets. Moi, je ne m'oppose certainement pas à la communication que ma collègue Elke van den Brandt a fait à cet égard. Il y a un petit bémol. Si, entre-temps, des problèmes de sécurité émergent, il faut directement pouvoir agir. Et là, j'ai également entendu d'Elke van den Brandt qu'elle était prête d'assumer. Mais bon... S'il y a un souci, il faudra accélérer. Ben oui, ça, parce qu'en principe, les budgets sont là. Mais pour l'instant, c'est sous contrôle. Et les budgets sont là. Oui. Question suivante, Camille Payot. Des questions de Didier sur la transition écologique. Il se demande pourquoi certains véhicules de l'État peuvent rouler dans les zones de basse émission et pas les voitures des particuliers et des sociétés. Pourquoi il y a encore des chaudières au mazout alors que les vieux diesels sont bannis. Et tout simplement, pourquoi il n'y a pas un même pied d'égalité pour tout le monde afin de permettre une bonne transition écologique. Alors, il y a notamment les véhicules des pompiers qui ont eu le droit à des exemptions dans la zone de basse émission. On doit y mettre un terme? Des transports en commun aussi. Hein. Oui, mais là, on a donc l'investissement, l'électrification de la flotte de nos bus. On va le faire.
Bon, c'est toujours une discussion sur 2 ou 3 années, pas plus. Et donc, ça peut gêner certains gens sur l'égalité absolue, le traitement absolu. Mais ce n'est pas qu'on intercale 10 ans pour les uns ou pour les autres. On est dans une transition et on fait pour le mieux et on y va le plus vite. Mais si on allait plus vite, ça créerait encore d'autres problèmes pour d'autres personnes. Donc voilà, je pense qu'on ne s'en sort pas trop mal avec la vitesse et les équilibres de cette transition écologique, parce qu'il y aura toujours des gens pour qui ça va trop vite et des gens pour qui disent le contraire. Donc, Alors, je voudrais qu'on parle du vivre ensemble et notamment la question de l'abattage rituel qui est en débat actuellement au Parlement. On aura un vote en séance plénière la semaine prochaine. Tolérance pour les pratiques religieuses d'un côté, affirmation de valeurs laïques de l'autre, bien-être animal, liberté religieuse. Ça vous inquiète, tous ces débats? L'Open VLD est co-signataire de la proposition d'ordonnance qui est notamment déposée par Défi. Vous soutiendrez ce texte jusqu'au bout, y compris s'il y a beaucoup d'amendements ou pas? On y restera jusqu'au bout, oui. Et ça m'inquiète pas trop parce que c'est un débat normal dans une société comme la nôtre et dans une ville comme la nôtre. Ça ne déchire pas un petit peu la majorité? Ça peut mettre une pression sur la majorité, c'est clair, mais d'autre part, on avait expressément décidé au gouvernement, quand on a fait ce gouvernement, de ne pas en discuter au gouvernement parce qu'on ne trouvait pas la solution. Donc c'est un aveu, mais ça arrive. Et alors, ce n'est pas anormal que pour certains dossiers, le Parlement s'empare et je pense qu'il ne fait pas ça trop mal. On va voir ce que ça donne. Ce serait peut-être un peu court et ça serait déplorable d'avoir seulement une majorité très courte dans l'un ou l'autre sens parce que ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui reste après le débat. Il risque quand même d'y avoir de la rancœur parce qu'il y aura un gagnant et un perdant après le vote de la semaine prochaine. C'est un risque, mais d'autre part, il ne faut pas perdre de vue, même si nous sommes une ville assez spéciale, Bruxelles, c'est bien de l'être, que dans d'autres pays européens et aussi avec la jurisprudence de la Cour européenne, on a fait cet équilibre entre ces droits que vous venez d'évoquer et on a dit, voilà, les droits religieux ne sont pas atteints quand on suit l'étourdissement. Quand on fait un étourdissement préalable avant l'engorgement des animaux. Il y aura, après ce débat-là, un débat sur la neutralité dans les services publics qui va aussi arriver au Parlement bruxellois. Même question, ça ne risque pas de déchirer la majorité? C'est fragile un petit peu, quand même, tous ces thèmes. Oui, ça c'est peut-être encore plus fragile parce que je pense que, allez, je ne sais pas, mais une fois que le bien-être animal serait ou sera réglé, bon, on aura choisi une direction. Est-ce qu'il faut régler tous ces thèmes maintenant et se dire on est débarrassé? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir la prochaine campagne électorale avec ces thèmes? Oui, certainement. Mais bon, vous ne pouvez pas interdire les débats de société, les débats parlementaires. Donc ici, on était arrivé avec la neutralité au sein de la STIP, mais bien sûr, on aura une décision ou un débat qui sera beaucoup plus large. Et là, on a parfois aussi des choses qui se contredisent dans certaines de nos administrations un peu plus décentralisées. Ce débat n'est pas à l'heure. Il y a des jeunes filles qui portent le voile et donc personne ne s'y oppose. Ce n'est pas vu comme quelque chose de fondamental. Donc il y a différentes couches et moi je voudrais bien qu'on ait un échange en profondeur au sein du Parlement et dans les sociétés, mais que ça déchire une campagne électorale. Ok, bon, c'est un... Vous êtes en charge du multilinguisme, je rappelle, et Bruxelles, on sait que c'est une ville où il y a énormément de nationalités, de diversité de gens d'origine très différente. Est-ce qu'on n'a pas parfois un petit peu de mal à l'accepter? Et est-ce qu'on ne se dit pas, OK, Bruxelles, c'est une ville avec beaucoup de diversité, mais malgré tout, on doit vivre à Bruxelles de la même manière qu'on vit en Flandre, qu'on vit en Wallonie et qu'on vivait à Bruxelles il y a 50 ans? Il n'y a pas une négation de cette diversité par moment? Ce n'est pas une tentation qui existe? Oui, c'est vrai. Et c'est important, quand on a ces discussions entre Bruxellois, comme sur la neutralité ou l'étourdissement, il ne faut quand même pas perdre de vue que cet élément spécifique avec le multilinguisme, aussi le multiculturalisme, c'est intéressant parce que c'est ce que nous sommes en tant que Bruxellois. Et donc, il faut veiller à cet équilibre. Il faut voir et régler nos comptes entre nous.
mais nous ressemblons beaucoup plus souvent qu'à certaines parties de la Wallonie ou à certaines parties de la Flandre. Il ne faut pas le perdre de vue. Ouais. Alors, je voudrais qu'on regarde une déclaration de Bernard Clairfailly. C'est un extrait d'une déclaration qu'il a faite au journal La Libre Belgique aujourd'hui. Et ça concerne son futur. Est-ce que je vais quitter le gouvernement pour rejoindre Schaerbeek, la commune de Schaerbeek, dont il a été bourgmestre? À terme, oui, mais je compte encore assumer ce mandat pendant longtemps. Je ne resterai pas, peut-être pas jusqu'au 21 mai, c'est la date des futures élections régionales, mais je n'ai pas encore arrêté aucun choix. C'est quasiment un aveu que Bernard Clairfailly ne restera pas ministre jusqu'au terme de la législature. Est-ce qu'on peut être un bon ministre lorsqu'on a déjà un pied dans une commune dont on a été le bourgmestre, ou lorsqu'on est déjà candidat bourgmestre fortement engagé dans une campagne électorale? Est-ce que c'est concevable pour vous, Sven Gatz? Écoutez, je pense que Bernard Clairfailly est assez professionnel pour faire les deux. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Et puis, c'est sa décision. Ouais, c'est quasiment un aveu comme quoi il réfléchit à quitter le gouvernement bruxellois. À première vue, il ne dément pas, disons, un éventuel départ. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui gère bien ce dossier et on verra bien si les collègues vont jusqu'au bout ou s'ils changent l'épée d'épaule. Ouais. Donc, allez, voilà. Je pense que c'est sa décision. C'est sa décision. Ouais. Vous serez candidat à bourgmestre à Jette? Écoutez, comme vous me le demandez, je ne peux pas dire le contraire. Si je m'engage en tant que tête de liste vous serez tête de liste UMR, avec le mouvement réformateur, donc une liste commune des libéraux francophones et néerlandophones. Bien sûr, il y a une grande liste chez nous, la liste du bourgmestre, qui a le bourgmestre depuis des décennies d'ailleurs. Mais naturellement, il y a d'autres partis comme nous, les libéraux, mais aussi les socialistes et les écologistes, qui auront des candidats bourgmestres également. Ouais, si on vous propose de remplir comme ministre bruxellois en 2024? Ça, c'est la question à 6 millions. Disons, allez. Je ne sais pas encore ce que je pourrais faire dans ce cas-là, mais il faut rester réaliste aussi. Je mise d'abord sur un bon résultat électoral aux régions. Ouais. Après, on verra. Je ferai tout pour aider la commune de Jette. Mais là, je dois vraiment mettre mon joker parce que je ne peux pas m'imaginer que je serai ou je serai mis devant ce choix. Mais ce n'est pas impossible. Mais voilà, c'est on verra en 2024. Voilà. Merci Sven Gatz, merci d'avoir été notre invité.